On revient évidemment sur la menace nucléaire proférée par Vladimir Poutine, allocution matinale dans laquelle il menace évidemment d'utiliser toutes les armes à sa disposition. On est avec le général Vincent Desportes. Merci d'être avec nous. Bonsoir général. Bonsoir. Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Éric Revel, journaliste. Bonsoir. On va écouter Vladimir Poutine qui menace donc l'Occident. Et puis on va écouter la réponse de Joe Biden qui n'est pas dans la surenchère mais qui pose des jalons. Écoutez les deux hommes. Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie. La Russie a dit s'être sentie menacée, mais personne n'a menacé la Russie. Et personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. En fait, nous avons mis en garde de ce qui arrivait. Nous avons cherché à éviter cette guerre. Une guerre est menée contre la culture et l'histoire ukrainienne. Et on trouve de très nombreuses preuves des crimes de guerre de la Russie. Voilà pour les propos de Joe Biden, précédés de Vladimir Poutine, que l'on a entendu, général Desportes. La menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine est-elle une réalité? Peut-il se servir? Doit-on craindre un conflit nucléaire sur le sol européen, puisque c'est évidemment l'Europe qu'il menace? Alors, il faut craindre. C'est un conflit qui se conduit depuis le 24 février sous menace nucléaire. On ne peut pas penser qu'il ne le fera jamais. Il est toujours susceptible de le faire. Et on doit savoir que Poutine n'avouera jamais sa défaite. Il ne perdra pas. Et donc, si vous ne perdez pas, au dernier moment, vous utilisez les armes dont vous disposez encore, comme son armée conventionnelle a beaucoup souffert. La preuve, c'est qu'il demande à la renforcer de 300 000 réservistes. Eh bien, il pourrait très bien utiliser une arme nucléaire tactique sur le sol ukrainien, probablement pas dans le Donbass parce que ce serait chez lui, mais sur le sol ukrainien. Est-ce que c'est une stratégie délibérée de Vladimir Poutine? Certains parlent d'actes de désespoir. Est-ce qu'on en est là ou pas du tout pour le président russe? Bien, il est acculé, il est véritablement dans une impasse, parce que si les Ukrainiens continuent comme dans leur mouvement en avant, ce qui n'est pas sûr par ailleurs, eh bien, ils risquent d'être repoussés les troupes russes risquent d'être repoussées jusqu'à la frontière. Et ça n'est pas possible pour lui, et donc il faut qu'il gagne du temps. Il faut qu'il gagne un mois. Pourquoi ? Alors, un mois, pourquoi ? Parce qu'ensuite, l'hiver va arriver et les combats seront beaucoup plus compliqués. Et là, le général hiver va bloquer les avancées de part et d'autre. Et ce qu'il espère, c'est que cet hiver aura deux conséquences. La première, c'est que les opinions publiques européennes, occidentales, risquent de s'affaisser, de se lasser de ce combat, parce qu'elles vont avoir des privations en termes de chaleur, par exemple, en termes d'énergie. Et de l'autre côté, il compte bien, lui, mettre en place, tirer parti de ces 3 ou 4 mois pour renforcer son armée, pour former ses recrues et être capable de gagner. Donc il ne doit pas perdre dans le mois qui vient, donc il faut faire peur, et je crois que la double manœuvre de référendum dans les 4 oblasts concernés à l'est de l'Ukraine et cette menace ouvertement brandie de l'arme nucléaire a vers l'Occident cette seule volonté de faire peur. Le discours de ce matin avait deux opinions vers lesquelles on s'adressait, l'interne et l'occidental, mais vers les occidentaux, c'est ça, je dois faire peur pour bloquer les efforts, pour que les opinions publiques se dressent contre le gouvernement et qu'ils cessent ou qu'ils diminuent leur aide à l'Ukraine. Général Desportes, ces 300 000 réservistes qui seront appelés là dans les prochains jours, est-ce qu'ils iront directement sur le front ou pas? Est-ce qu'il faut du temps pour les former, les acheminer? Que feront-ils? Est-ce qu'ils seront sur les bases arrières? Est-ce qu'ils seront au combat? Alors, c'est bien le problème de Poutine, c'est que c'est un effort qu'il fait maintenant, mais avant que ces 300 000 hommes représentent une force militaire, il va se passer des mois et des mois. Parce qu'il ne suffit pas de peindre quelqu'un en vert pour qu'il devienne un soldat. Une fois même qu'il est soldat, il faut l'entraîner avec les autres. Et c'est cette armée que M. Poutine veut constituer doit conduire un combat qui est compliqué, un combat blindé, mécanisé, dont nous avons eu la preuve que les Ukrainiens le maîtrisent beaucoup mieux que les Russes. Donc il faut beaucoup de temps pour que ça se passe comme ça. Et puis, on a un problème d'armement dans l'armée russe, puisque l'armée russe a perdu en gros tous les matériels qu'elle avait engagés le 24 février. Or, son industrie a beaucoup de mal
compte tenu de l'embargo, en particulier sur les composants électroniques, à reconstruire l'armement qui a été cassé. Donc tout ça va prendre du temps, et cette force-là ne pourra peser dans la bataille, si elle pèse un jour, qu'à partir du printemps, c'est-à-dire probablement fin mars. Donc on risque d'avoir une situation enquistée pour les prochains mois, si rien ne se passe entre-temps, évidemment, s'il n'y a pas un geste sur une arme nucléaire. Exactement, exactement. Et sauf si les Ukrainiens arrivent véritablement à percer. Mais on voit ça se calme, la contre-offensive ukrainienne, et c'est normal. Pourquoi ? Le rythme de la guerre est toujours syncopé. Vous savez, vous foncez, vous faites un trou, vous avancez, mais derrière, il faut sécuriser, il faut ramener la logistique, donc vous ne pouvez pas avoir une contre-offensive qui dure des mois et qui aille sur des centaines de kilomètres, ça n'est pas possible. Je dois conquérir, je dois sécuriser, je dois me réorganiser, retravailler sur mes troupes qui ont souffert. Il y a eu beaucoup de morts ukrainiens. Donc reconstituer les unités, les réenvoyer. Donc il est peu probable que le rythme de la contre-attaque continue comme il avait commencé. Une question de Joseph Massescaron. Oui, je vais vous poser une question. C'est-à-dire que on voit bien dans votre énoncé, dans votre présentation de l'armée russe, notamment, qu'il y a un problème d'encadrement. Oui. Par rapport même à l'armée ukrainienne. Est-ce que, à votre avis, ce problème d'encadrement peut expliquer en partie, parce qu'évidemment pas seulement, en partie, la multiplication des crimes de guerre que l'on constate? Et question évidemment qui corollaire, c'est est-ce qu'en faisant venir, en multipliant justement l'arrivée des réservistes, on ne risque pas également de voir une multiplication encore plus grande de crimes de guerre? Et notamment, je complète juste, le manque de sous-officiers, de sous-officiers dans l'armée russe. Général Desportes. Vous avez totalement raison. Alors il y a les réservistes, et puis il y a les gens qu'on va recruter dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons. Ceux-là, il y a peu de chances qu'ils n'en commettent pas de crimes de guerre. Donc il est évident que le risque s'accroît. Et comme vous le dites fort justement, l'armée russe n'a pas de corps de sous-officiers professionnels, et dans les armées occidentales, c'est au fond la colonne vertébrale permanente, c'est le corps des sous-officiers. Et donc les soldats sont laissés à leurs propres initiatives, qui sont basées sur la violence. L'armée russe est une armée qui est extrêmement violente en son sein, et donc ces soldats ne voient pas très bien pourquoi ils ne déploieraient pas la même violence à l'extérieur que ceux qu'ils vivent à l'intérieur. Donc on va voir évidemment les crimes de guerre se multiplier. Bon, je voulais aussi, j'en profite, vous poser une question. Bon, en face du discours très menaçant de Vladimir Poutine, on a eu donc, Laurence Ferrari avait tout à fait raison de souligner, la non-surenchère de Joe Biden, et puis aussi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui a appelé au dialogue et la négociation. Donc ça, c'est 2 points importants. Mais ma question portait sur, vous avez parlé d'armes nucléaires tactiques, qui ne sont pas des armes nucléaires stratégiques, par définition. Non. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut estimer le dégât dans la population qu'une arme tactique aurait sur le sol ukrainien, et ce que ça entraînerait d'ailleurs en termes de retombées, de poussière, pour des pays comme le nôtre, je pense à mon pays, à la France, avec évidemment en tête que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières. Bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre la puissance de destruction des armes de dissuasion, qui sont anti-cités, donc pour détruire des cités, et les armes nucléaires tactiques qui sont anti-force. Alors, maintenant, il est difficile de répondre à cette question, parce que d'abord, ça n'est pas totalement connu, et ensuite, tout dépend au fond de l'effet qu'on en attend. Si on veut tuer 10 000 personnes, on va faire en sorte que la puissance corresponde à peu près à ça, si vous voulez. Et donc, tout dépend aussi de l'altitude à laquelle vous allez faire exploser votre bombe. Puis retomber ailleurs. Exactement. Si vous faites exploser très haut, alors vous avez un effet de lumière. Il y a plusieurs effets dans les bombes atomiques. Il y a l'effet de flash qui aveugle, il y a un effet incendiaire, il y a l'effet de poussière, il y a l'effet de radiation. Et plus la bombe explose haut, et ça se règle facilement, et là, donc, plus le cône dans lequel s'exerce la destruction est important. Donc le président Poutine peut dire, OK, on va tuer 5000 personnes. Ou il dit, j'en tue 100 000. Et en fonction de ça, les militaires vont régler leur affaire pour que ça fasse ça. Alors maintenant, pour répondre à votre deuxième question, il est clair que toute bombe atomique, nucléaire, tactique tombant sur le sol ukrainien nous menace
nous, Européens, parce qu'on ne maîtrise évidemment pas les retombées. Par contre, évidemment, les Américains ne sont pas en danger, ni d'ailleurs les Anglais. On fait une toute petite pause, on vous retrouve dans un instant, Général Desportes. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur cette menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Emmanuel Macron demande que l'on mette la pression maximum sur la Russie et sur Poutine. On en débat dans un instant et on y revient dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. 18h-19h. Punchline. Laurence Ferrari.